Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler de dénombrement et en particulier d'un procédé bien connu qui s'appelle la diagonale de Cantor et une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse du continu. Donc c'est un petit cours de dénombrement, du coup je vais commencer par reparler de quelques bases de dénombrement. Je passerai assez rapidement, pour pas que ça soit trop ennuyeux. Ensuite, je vous parlerai du cardinal du continu, qui est le cardinal de l'ensemble des réels. Et enfin, j'aborderai ce qu'on appelle l'hypothèse du continu. Donc d'abord, quelques bases de dénombrement. On commence par définir deux notions qui sont celles d'ensemble fini et d'ensemble dénombrable. Un ensemble, il est dit fini s'il est en bijection avec l'ensemble 1, 2, 3, etc. jusqu'à n, pour n à un entier fixé. Et on peut considérer alors ce qu'on appelle son cardinal, qui est ce nombre n. On le note cardinal de E, ou E entre deux barres. Un ensemble E, il peut aussi être dit dénombrable. C'est le cas s'il est en bijection avec grand N, l'ensemble des nombres entiers. Le cardinal de E, on le notera alors comme vous le voyez à l'écran, et on dit que c'est Aleph 0, le cardinal de E. C'est le premier cardinal infini, le plus petit des cardinaux infinis. Aleph 0. Donc quelques exemples, par exemple l'ensemble qui contient 1, 2 et 4, il est de cardinal 3, parce qu'il est en bijection avec l'ensemble 1, 2, 3. Le cardinal de l'ensemble n, du coup c'est Aleph 0, c'est la définition de ci-dessus, si ce n'est que, oui bien sûr, n est en bijection avec lui-même. Et si on regarde l'ensemble des nombres pairs, on peut montrer facilement qu'il est en bijection avec l'ensemble des nombres entiers, et son cardinal c'est du coup aussi Aleph 0, malgré le fait que les nombres pairs soient strictement inclus dans les nombres entiers. Parce que ça marche plus comme dans les entiers en fait. Dans les entiers, si on avait un ensemble qui est strictement inclus dans un autre, le second ensemble était deux cardinals strictement supérieurs, ce n'est pas le cas pour les cardinaux infinis, comme le montre cet exemple. On peut maintenant mettre en fait en place une relation d'ordre sur les cardinaux, qui est d'ailleurs la même que la relation d'ordre sur les ordinaux, sur lequel je ferai une vidéo une fois que j'aurai fait l'axiome du choix notamment. Et du coup en fait on va avoir l'ensemble E, on va dire que le cardinal d'un ensemble E il est plus petit que le cardinal d'un ensemble F s'il existe une injection de E dans F. En particulier, du coup, ça veut dire que n il est plus petit qu'Aleph 0, vu qu'il existe une injection de 1n dans grand N, qui est donnée par l'inclusion. 2, c'est plus petit que 3, cette notion de relation d'ordre, elle est bien cohérente, hein. Vu qu'on a l'ensemble 1, 2, on peut l'injecter dans l'ensemble 1, 2, 3, on a bien que le cardinal 2 est plus petit que le cardinal 3, au même titre que l'entier 2 était plus petit que l'entier 3. Voilà. Donc notre définition de cardinal a un sens. Et enfin, si E est inclus dans F, alors le cardinal de E est plus petit ou égal au cardinal de F, parce que encore une fois, une injection triviale de E dans F est donnée par l'inclusion. Donc en fait, on peut dire que c'est la même chose. En fait, avoir E, le cardinal de E qui est plus petit que le cardinal de F, ça veut dire qu'il existe une injection de E dans F. Mais c'est la même chose que de dire qu'il existe une surjection de f dans E, parce que si on a une fonction qui est de E dans F qui est injective, il suffit de poser une fonction g de grand F dans E qui a x associe l'unique antécédent par F si x est atteint et un élément au pif sinon. Et réciproquement, si g de f dans E est surjective, il suffit de poser une fonction f de E dans F qui a y associe un antécédent de y par g. Là, les personnes qui ont l'habitude remarqueront que c'est modulo l'axiome du choix. J'en dis pas plus, on en reparlera de cet exemple-là en particulier dans une prochaine vidéo. Ensuite, un théorème qui est important, mais qui peut sembler très logique, mais en fait qui est pas du tout trivial. C'est que si on a le cardinal de E qui est plus petit que le cardinal de F et le cardinal de F qui est plus petit que le cardinal de E, alors le cardinal de F c'est le cardinal de E. Alors autant ça marche très bien avec les nombres entiers qu'on connaît habituellement, autant avec des cardinaux supérieurs comme Aleph 0, le cardinal de R ou d'autres cardinaux encore plus grands,
ça peut ne pas du tout sembler intuitif que si on peut injecter un ensemble dans un autre et injecter le second dans le premier, on puisse créer une bijection de l'un dans l'autre. Et en fait, c'est ce que nous dit ce théorème de Cantor-Bernstein. Il nous dit que si E plus petit ou égal à F et F plus petit ou égal à E, c'est-à-dire qu'on peut injecter de E dans F et F dans E, alors le cardinal de F c'est la même chose que le cardinal de E, c'est-à-dire qu'on peut bijecter F et E. Je ne ferai pas de démonstration de ce théorème, parce qu'elle est un peu technique, et je pense que du moins pas dans cette vidéo, je lui accorderai peut-être une petite vidéo par la suite, pour démontrer ce théorème en exercice. Voilà. Donc ensuite quelques propriétés que normalement vous avez l'habitude de rencontrer, pour des ensembles finis notamment. Le cardinal de E inter F c'est plus petit ou égal au cardinal de E plus le cardinal de F. Le cardinal de E croix F c'est égal au cardinal de E fois le cardinal de F. Le cardinal des fonctions de E dans F. Les fonctions de E dans F, des fois vous les notez F exposant E, et c'est pas anodin parce que c'est le cardinal de F exposant le cardinal de E. Et le cardinal des parties de E, c'est 2 exposant le cardinal de E. Et ça, encore une fois, c'est logique, parce que si on considère le cardinal des parties de E, finalement, c'est les fonctions de E dans vrai-faux qui a un élément de E associé si oui ou non il appartient à la partie donnée. Et du coup, cet ensemble des parties de E, il a comme cardinal 2 exposant E, parce que c'est la propriété qu'on a vue juste avant. En fait, on pourrait définir des analogues à ce genre de propriété dans le cas infini, ce que je prends le choix de ne pas faire ici, et que je ferai peut-être dans une vidéo quand je parlerai plus particulièrement de la notion de cardinaux transfinis et de nombres transfinis. Je le fais pas parce qu'en fait c'est un peu technique de définir ce genre de choses-là. Et ça se base sur des notions qu'on n'a pas encore abordées. Donc en particulier, on a ces propriétés-là, et on a aussi que dans le cas des ensembles dénombrables, on a que le cardinal de n, c'est égal au cardinal de z, c'est égal au cardinal de l'ensemble des relatifs, et ça, c'est égal par définition du cardinal de n à Aleph 0. Donc les qualités entre cardinal de n et cardinal de z, c'est pas très compliqué de construire une bijection de n dans z. Je vais juste faire celle de n dans q, pour que ça soit un peu plus clair. Donc Q est dénombrable, c'est-à-dire que le cardinal de Q c'est Aleph 0. Et comment on va montrer ça? Bon, déjà on sait que on peut injecter n dans Q, ça c'est pas très compliqué. Donc le cardinal de n est bien plus petit que le cardinal de Q, et le cardinal de Q il est bien plus petit que le cardinal de n carré, parce que les fractions on peut les représenter sous la forme P sur Q. Donc on a cette chaîne d'inégalité sur les cardinaux, mais en fait on a aussi le cardinal de n carré. On peut montrer que c'est plus petit ou égal au cardinal de n, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place une injection de n carré dans n. Et on peut le faire, comme vous voyez sur le dessin, en faisant une spirale. On note un premier point ici, puis un deuxième point là, un troisième ici, etc. Et en montant la spirale, on voit bien qu'on numérote tous les éléments du plan, c'est-à-dire tous les éléments de n carré. Et vu qu'on a numéroté tous les éléments du plan, on a créé une injection de n dans n carré, qui ici même est une bijection. D'ailleurs j'aurais dû commencer en 0, je sais pas pourquoi j'ai pas mis de point en 0. Et donc voilà, on a créé une injection de n dans n carré, et ça nous montre, de n carré, excusez-moi, on a créé une bijection de n dans n carré, c'est une injection, mais ce qui est important c'est surtout que ça soit une surjection. Donc, et cette surjection de n dans n carré nous montre que le cardinal de n carré est plus petit ou égal au cardinal de n, et du coup, on a le cardinal de n qui est plus petit ou égal au cardinal de q, qui est plus petit ou égal au cardinal de n carré, qui est plus petit ou égal au cardinal de n, et finalement, le cardinal de q est égal au cardinal de n. Ça, bien sûr, quand on a en fait, le fait que le cardinal de n soit plus petit ou égal au cardinal de q, qui lui-même est plus petit ou égal au cardinal de n, ce qui nous permet de conclure que le cardinal de q c'est le cardinal de n, c'est bien sûr le théorème de Cantor-Bernstein. Donc voilà, maintenant qu'on a rappelé ces quelques bases, on va dire quelque chose sur le cardinal du continu. Alors, pour donner une notion à ce cardinal du continu, une des premières choses qu'on va montrer, c'est que l'ensemble des parties de l'ensemble des entiers naturels n'est pas dénombrable. En fait, il suffit de supposer, par l'absurde, qu'on a une surjection de l'ensemble des entiers naturels dans l'ensemble des parties de n. Parce que si Pn est dénombrable, ça veut dire qu'il existe une bijection de n dans Pn. En particulier, on va juste ici se contenter du fait qu'il existe, vu qu'il existe une bijection, il existe une surjection, et montrer que c'est absurde. Donc si on prend une surjection de n dans Pn, on peut la représenter grâce à un tableau de cette façon-là. L'idée c'est que pour un entier donné,
En fait, là, ça va être nos antécédents par la fonction, et ce qu'on va lire ici, ça sera nos images. Pour un entier n donné, on va avoir une ligne infinie, là, qui représente son image par notre surjection, et son image, c'est une partie de n. Et la partie de n, on va la représenter avec des 0 et des 1, qui nous dit par exemple, là, ça nous dit que 1, vu que c'est un 0, n'est pas dans l'image de 1 par la fonction qui est la surjection, donc n'est pas dans la partie de n qu'on considère. 2 va y être, 3 y sera également, 4 y sera également, 5 n'y sera pas, etc. Donc voilà, l'image de 1, c'est la partie de n qui est cette grande ligne-là, et où il y a 1, non, il n'y a pas 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il n'y a pas 5, il n'y a pas 6, il y a 7, etc. Et donc par ce tableau, on peut représenter une bijection de notre ensemble des entiers dans l'ensemble des parties de n. Et en fait, on va construire une partie de n qui n'est jamais atteinte. Et pour ça, on utilise le procédé qui s'appelle le procédé de diagonale de Cantor. Vous voyez la diagonale que ici j'ai mis en rouge? Et bien à chaque fois je vais créer une partie de n qui va ne jamais contenir, qui va ne jamais être atteinte. Et pour ça, je vais prendre à chaque fois l'opposé de ce que j'ai comme élément de la diagonale. Donc je vais créer une partie de n avec 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Et cette partie de n, vu qu'à chaque fois, mon élément, ça ne peut pas, en fait, elle ne peut pas être atteinte, parce qu'à chaque fois, l'élément, si on supposait qu'elle soit atteinte à un moment, par exemple, elle peut pas être atteinte à un rang donné, en fait, parce que si c'était l'image, par exemple, du point 6, ça veut dire qu'elle le contient, en fait, là, vu que l'image du point 6 ne contient pas 6, et que nous, quand on l'a construit, on lui a fait contenir 6, et on voit que ce n'est pas atteint. En fait, si on suppose que f de k, c'est cet élément-là, où k est un entier, c'est cet élément-là qu'on a créé, ça ne peut pas marcher, parce que si k appartenait à f de k, alors il n'appartient pas à cette partie-là, et si k appartenait à f de k, et si k n'appartenait pas à f de k, alors il appartient à cette partie-là, vu qu'on a chaque fois pris le contraire sur la diagonale. Voilà. Donc ça c'est l'idée en image. Si on l'écrit proprement, on prend f une surjection de n non Pn, on considère l'ensemble E des n appartenant à n tel que n n'appartient pas à f de n. F de n bien sûr, c'est une partie de n, donc cette relation d'appartenance a un sens. Et en particulier, on a que E, qui est une partie de n, n'est pas l'image d'un point donné par la fonction f. En effet, si on avait un k appartenant à n tel que si on prend un k appartenant à n, en fait, si on a k appartenant à f de k, on a k qui n'appartient pas à E par justement ceci là. Et si k n'appartient pas à f de k, alors k appartient à E. Ce qui nous montre que E est différent de f de k, et ce pour tout k, et donc E n'est jamais atteinte. Voilà. Ça nous montre qu'il n'existe pas de surjection de grand N dans Pn, et en particulier que Pn n'est pas dénombrable. Du coup, ça va nous permettre de définir la notion de cardinal du continu, qui va être le cardinal de l'ensemble des parties de l'ensemble des entiers. On peut le noter 2 exposant à l'F0. Alors cette notation, elle a un sens. Déjà, elle a un sens parce qu'on a défini, en fait, on pourrait définir proprement des additions des puissances, par exemple, sur les cardinaux infinis. Mais au-delà, si on la prend juste en termes de notation, ça a un sens parce que l'ensemble des parties de n, finalement, c'est prendre à chaque fois, comme on l'a vu là, une suite d'éléments dans les entiers, et tel qu'à chaque fois, on est soit 1, soit 0, donc un ensemble à 2 éléments, d'où 2 puissance à l'F0. Et en particulier, ce qu'on a montré juste avant, c'est que le cardinal d'F0 est strictement inférieur au cardinal de 2 puissance à l'F0. En effet, 2 puissance à l'F0, le cardinal de l'ensemble des parties de n n'est pas dénombrable. Et en fait, il y a plein d'ensembles qui sont de cardinal 2 puissance à l'F0. En particulier, 2 puissance à l'F0, c'est le cardinal des ensembles des parties de n, comme on l'a vu. C'est aussi le cardinal des fonctions de n dans un 0, 1. Dans un ensemble à 2 éléments, mais c'est aussi par exemple le cardinal des fonctions de n dans un ensemble à 10 éléments, c'est aussi le cardinal des fonctions de n dans n,
ou des fonctions de n dans n. C'est aussi le cardinal des bijections de n dans n, et c'est aussi le cardinal de l'ensemble des entiers relatifs. Alors là, je vais ces égalités-là sont pas très difficiles. Je vais montrer en particulier que on a déjà l'égalité 2 puissance à f0 qui est égale au cardinal de n puissance n. On peut le montrer par ce qu'on appelle les fractions rationnelles. Je vais pas m'amuser à le faire ici. Le fait que le cardinal de l'ensemble des bijections de n dans n ce soit le même que le cardinal des fonctions de n dans n, ça on peut le montrer, je ferai une vidéo exercice spécifiquement là-dessus. Et bon, bien sûr on peut tout montrer, hein, mais c'est juste que c'est un truc que je ferai. Et le fait que le cardinal de R ça soit 2 puissance à f0, c'est ce que je vais montrer juste là maintenant. Donc en effet, le cardinal de R c'est le cardinal de l'ensemble des parties de n, c'est 2 puissance à f0. Et pour montrer ça, on va créer une injection de R dans 0,1 puissance n. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est surtout créer une injection de 0,1, l'intervalle 0,1 dans 0,1 puissance n. En fait, on peut assez facilement montrer que ensuite on peut injecter R dans 0,1, par exemple par cette fonction un peu moche qu'on voit ici. Donc, je peux injecter R dans 0,1 et ensuite il s'agit de montrer qu'on peut injecter le segment 0,1 dans l'intervalle 0,1 puissance n. Donc ça c'est pas très dur. Si on prend excusez-moi là, je pense que j'ai un peu déliré. Qu'est-ce que j'ai foutu? Donc maintenant, on peut voir que le cardinal de R, c'est 2 puissance à f0. C'est ce qu'il y avait dans la diapo d'avant et qu'on va s'empresser de montrer. Alors d'abord, on crée une injection de R dans 0,1 puissance n. Donc d'abord, on va injecter R dans l'intervalle 0,1. Ça se fait assez facilement, par exemple par rapport avec la fonction que je vous présente ici, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, la partie intéressante, c'est surtout d'injecter l'intervalle 0,1 dans les suites de 0,1 puissance n. Et ça peut se faire assez facilement. Il suffit de prendre un x qui appartient à l'intervalle 0,1 exclu et de regarder son développement binaire. Son développement binaire, ça va être une suite de 0 et de 1. On peut la noter par exemple gx. Et il se trouve que la fonction g est injective, parce que un développement binaire représente un unique réel. Deux développements binaires différents, si on a deux réels différents en particulier, on ne peut pas avoir le même développement binaire. Et du coup, vu que cette fonction g est une injection de 0,1 dans l'ensemble des suites de 0,1, g rond f, en l'occurrence, est une injection de R dans 0,1 puissance n. Réciproquement, on peut créer une injection de 0,1 puissance n dans R, et ça c'est pas très difficile non plus, à partir du moment où on sait ce que c'est qu'une famille sommable. En fait, il suffit de prendre pour une suite à n, une suite d'entiers, de prendre le premier élément, plus le deuxième élément sur 10, plus le troisième élément sur 100, etc. Et en fait, ça nous fait un développement décimal. Alors je l'ai pas pris binaire à cause des genres de problèmes que 0,1 c'est égal à 1, ce genre de choses là. Au même titre que dans les décimaux 0,999999999, etc. ça fait 1. Du coup j'ai décidé de me placer en base 10. Et si on prend la somme du coup des n appartenant à n, des an 10 puissance moins n, ça nous donne un réel donné, et on se rend compte assez facilement que h est injective. Donc voilà, on a créé une injection de R dans 0,1 puissance n et une injection de 0,1 puissance n dans R. Par le théorème de Cantor-Bernstein, il existe une bijection entre ces deux ensembles. Or 0,1 puissance n, c'est bien sûr de cardinal 2 puissance à f0. Maintenant, je vais parler de la dernière partie de ce petit cours, de l'hypothèse du continu. En fait, ça part d'une constatation assez simple, qui montre que en fait, si on regarde un ensemble qui n'est pas fini, pas dénombrable, il est forcément plus gros. En fait, il n'y a pas de cardinal qui est entre les ensembles finis et les ensembles dénombrables. Si en effet on prend un nombre du coup un ensemble E tel que son cardinal il soit plus petit ou égal à LF0,
Je rappelle que cela signifie qu'on peut injecter E dans l'ensemble des entiers. On a deux possibilités, ou bien le cardinal de E est fini, ou bien il est dénombrable, mais il n'y a pas d'entre-deux. On peut montrer ça assez facilement en créant une suite en fait, qu'on définit par récurrence. Alors bon, j'ai exclu ici le cas où E est vide. Bien sûr, si E est vide, il est fini, donc la question ne se pose pas. Mais du coup, on le suppose non vide. Ça nous permet de prendre un x0 dans E. Et ensuite, à chaque étape, on va rajouter des éléments. On va reprendre un élément de E qu'on n'a jamais choisi. En effet, on prend un xn plus 1 dans E, tel que xn plus 1 est différent de x0, x1, etc. jusqu'à xn. Il doit être distinct de tous les éléments qu'on a déjà choisis avant. Et si c'est pas possible de trouver un élément distinct, on s'arrête. On a alors deux possibilités. Soit on s'est arrêté au bout d'un moment. Si on s'est arrêté, c'est on pouvait plus rajouter d'éléments différents dans E, donc on a fait tous les éléments de E, et on a une suite finie. Et là, ça nous fait bien une bijection de E dans l'ensemble 1,2, 3, etc. jusqu'à N. Et du coup, l'ensemble E, qui est l'ensemble x0, etc., 3 petits points, jusqu'à xn, il est fini. Ou bien, s'il n'est pas fini, ça veut dire que on vient de créer en fait, quand on regarde, on a créé une suite d'entiers à valeur dans E, et qui est même une injection, on vient d'injecter l'ensemble des entiers naturels dans E. Et quand on injecte l'ensemble des entiers naturels dans E, ça veut dire que le cardinal de N, c'est-à-dire Aleph0, est plus petit que le cardinal de E, puis par le théorème de Cantor-Bernstein, vu qu'on avait déjà l'autre égalité, ça veut dire que le cardinal de E, c'est Aleph0, et donc E est dénombrable. Donc voilà, en fait, du coup, on a remarqué que entre un ensemble fini et un ensemble dénombrable, il n'y a rien. Et en fait, c'est là le caractère qui est assez fou de l'hypothèse du continu, c'est que, en fait, si on regarde le plus petit cardinal strictement supérieur à Aleph0, et en fait, on sait pas si ce cardinal, c'est le cardinal de l'ensemble des parties de n, c'est-à-dire 2 puissance Aleph0. On a remarqué que, entre le cardinal de n, du coup, et le cardinal du continu, c'est-à-dire le cardinal de R, entre le cardinal, ce que je veux dire, non, c'est entre les ensembles finis et le cardinal de n, il n'y a rien, mais entre le cardinal de n, Aleph0, et le cardinal de R, 2 puissance Aleph0, en fait, on ne sait tout bonnement pas s'il y a des choses. On ne sait pas si Aleph1, qui est le plus petit cardinal qu'on peut prendre au-dessus de Aleph0, bon alors, le fait qu'on peut se prendre un plus petit cardinal au-dessus de Aleph0, ça par contre, c'est quelque chose de très justifié, hein. Je détaille pas plus, ça fait partie de la notion de théorie des ordinaux. Mais donc, la question c'est, est-ce qu'en fait on peut trouver un cardinal entre Aleph0 et 2 puissance Aleph0? Et l'hypothèse du continu, ça stipule, en fait c'est une hypothèse, et cette hypothèse elle nous dit, peut-être qu'on pourrait avoir le cardinal 2 puissance Aleph0, qui est le cardinal Aleph1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre cardinal entre Aleph0 et 2 puissance Aleph0. Il n'y a pas de cardinaux entre ces deux-là, strictement. Et du coup, ce que nous dirait cette hypothèse du continu, c'est le plus petit cardinal après Aleph0, qu'on nomme Aleph1, c'est 2 puissance Aleph0, c'est le cardinal du continu. Sauf que voilà, en fait, cette hypothèse, on a montré que c'était pas possible de démontrer si c'était vrai ou non, à partir des axiomes de ZFC. C'est même pire que ça, en fait, on s'en moque totalement. C'est-à-dire qu'on a montré que si c'était vrai ou si c'était faux, ça changerait rien par rapport à notre... En fait, ça créerait pas d'incohérence à partir du moment où ZFC est cohérent. Si ZFC est cohérent, ZFC plus hypothèse du continu, c'est cohérent, et ZFC sans l'hypothèse du continu, c'est cohérent aussi. Voilà. Et donc, en fait, c'est assez fou. C'est assez facile de montrer que y a rien entre les ensembles finis et les ensembles dénombrables. Par contre, entre les ensembles dénombrables et les ensembles de cardinals non dénombrables qui sont d'un cardinal qui est le cardinal du continu, le cardinal de R, on ne sait pas s'il y a quelque chose, et on a même montré que c'était pas possible de savoir si c'était le cas. Donc voilà, je voulais vous parler de cette hypothèse du continu, donc j'ai introduit pas mal de trucs avant pour parler de ça, et puis je ferai quelques vidéos par la suite de dénombrement, et à plus pour une prochaine vidéo.